donc effectivement je me donne la parole pour la CGT cheminot. Donc comme l'a dit Sylvain précédemment, ben, les cheminots, vous êtes probablement tout le monde ici au courant que les cheminots sont dans la lutte. Depuis le 22 mars, on avait, vous aviez peut-être entendu parler, on avait décidé d'organiser une grande manifestation à Paris qui allait être massive. Et Pépi et Macron à ce moment-là ben, ont décidé une chose, de supprimer des trains, des grévistes. Ça a fini par une manif locale qui s'est super bien passée, qui a mis la colère chez les cheminots et qui fait que notre mouvement depuis il est parti et que pour l'instant il est relativement inarrêtable avec une mobilisation sans faille depuis longtemps. On a commencé sur les blocs de grève comme on dit, c'est-à-dire 2 jours de grève, 3 jours de travail, 2 jours de grève, 3 jours de travail, tout ça jusqu'à la fin juin programmé pour forcer le gouvernement à ouvrir des négociations. Ce qu'il faut voir effectivement qui est exactement dans le sens de ce que dit Sylvain, c'est que la lutte qu'on a entamée les cheminots, on s'est rendu compte que c'était pas une lutte comme les autres. On n'est pas seulement sur une lutte sur le ferroviaire, sur notre entreprise, etc. Parce que ça serait malheureusement beaucoup trop simple. Pour preuve, dès le début du mouvement, le gouvernement a mis tous ses chiens de garde, tous ses milliardaires face à nous. La presse, pendant plusieurs semaines, a insulté les cheminots, a essayé sans arrêt de nous faire passer pour des moins que rien, pour des feignants, pour des privilégiés. Les adjectifs ont tourné dans tous les sens. On a estimé que les cheminots étaient la raison de tout ce qui se passait mal dans le système ferroviaire. Et malheureusement pour eux, ben, ils sont tombés sur un os puisque la population n'a pas du tout suivi. Et après 2 mois de grève qui, on le sait, emmerdent tout le monde. Hein. Mais malheureusement, tout le monde ici sait que le seul moyen qu'on a, ben, c'est de bloquer, c'est le rapport de force. Hein. On est tous syndicalistes, militants, politiques, associatifs, et que si on n'a pas un rapport de force pour avancer, eh ben on ne fera pas grand-chose face aux puissants. Et donc Macron a mis tous ses milliardaires, tous ses patrons de presse contre nous, et il a décidé de vouloir faire la peau aux cheminots. Et pour faire la peau aux cheminots, la première chose qu'il a jetée en pâture, c'est notre statut. Vous avez entendu plein de choses sur notre statut, et qui fait fantasmer tout un tas de journalistes bien pensants. Sauf que le statut, finalement, au bout de 2 mois, le statut des cheminots qui devait coûter quelque chose comme plusieurs centaines de millions par an, au bout de 2 mois de grève, ben, les estimations ont été revues et au mieux, le statut coûterait 10 millions d'euros par an dans une entreprise qui a un chiffre d'affaires de 24 milliards d'euros. Donc déjà, cet argument-là, ils l'ont perdu. Et effectivement, on peut voir que le statut n'est pas du tout la cause ni même ce pourquoi ils voulaient faire leur réforme. Leur réforme, de toute façon, c'est de faire payer le maximum de tout ce qui est réseau à la collectivité publique pour que l'exploitation de ce réseau puisse ensuite être refilée aux boîtes privées. Boîtes privées, on en parlera tout à l'heure, mais c'est les mêmes, vous les connaissez, elles exploitent tous les réseaux. Nous, on se bat aussi pour plein de choses, c'est tout simplement l'avenir du ferroviaire, et là, particulièrement chez nous en Corrèze. En Limousin, le nombre de lignes fermées, c'est tout d'abord la ligne d'Obja, Brive, Obja, Saint-Thierry, qui est fermée actuellement pour défaut d'entretien. La ligne d'Angoulême, Limoges-Angoulême, qui est fermée pour défaut d'entretien. La ligne au-delà de Tulle, entre Tulle et Ussel, qui menace d'être fermée pour défaut d'entretien. Et les politiques de la région, ben dans leur logiciel, ils ont estimé que le réseau appartenait à la région et qu'il fallait payer. Et c'est un gros problème, c'est vraiment un gros problème. Cette histoire d'égalité, d'aménagement du territoire, c'est quelque chose qu'on doit absolument dénoncer. Ensuite, Macron, tout ce qu'il veut mettre en place, ben vous le savez, c'est soi-disant la concurrence. Alors on va pas vous faire une leçon parce qu'ici tout le monde est à peu près au courant, mais quand même il faut savoir que la concurrence, contrairement à ce qui se dit, dans les pays européens où elle a été mise en place, effectivement, on va le dire, hein, il y a des endroits où le service ferroviaire s'est amélioré. Mais le service ferroviaire s'est amélioré non pas par l'arrivée de la concurrence, mais seulement par le fait de politiques publiques volontaires pour développer le transport ferroviaire. L'exemple flagrant, l'Allemagne, dont tout le monde parle. En Allemagne, il faut dire que l'ouverture à la concurrence, contrairement à ce qu'ils disent, a fait fermer 5000 km de lignes, ce qui, rapporté au réseau allemand, correspond à peu près à ce qu'ils veulent fermer en France. Ça a fait fermer 5000 km de lignes, mais parfois, ça a permis effectivement de maintenir des lignes, mais non pas par des investissements privés, mais par des investissements publics, de l'argent public. Et là, on en vient un peu
à ce qui est sorti la semaine dernière. Tout le monde a entendu parler du fameux rapport d'Oxfam sur les dividendes versés aux entreprises, que les entreprises versent à leurs actionnaires. Quand on étudie un peu ce rapport, même succinctement, ils fournissent les tableaux de dividendes versés aux actionnaires, et on se rend compte que dans le top 4, il y a ArcelorMittal, la sidérurgie qui reverse à peu près tous les dividendes à ses actionnaires. On peut considérer que c'est une activité privée, même si à une époque la sidérurgie était une activité publique et nationale en France. Mais par contre, il y a 3 entreprises qui ont tout un point commun, c'est Engie, Veolia et Vinci. Et ces 3 entreprises-là, Engie, Veolia et Vinci, sont des entreprises qui gèrent des réseaux publics et qui donc bénéficient des investissements publics pour l'amélioration de leur réseau, l'entretien de leur réseau. Ils exploitent des concessions, des délégations de services publics dans l'eau, dans des réseaux d'énergie pour le gaz, Vinci dans des réseaux routiers, beaucoup de réseaux de transport pour ces 2 entreprises, puisque Engie et Transdev ont plus ou moins le même actionnaire principal. Et donc ces entreprises-là font leurs bénéfices sur des investissements publics. Et effectivement, du coup, dans leurs bénéfices, ils ne réinvestissent absolument aucun de leurs bénéfices dans l'infrastructure, puisque c'est le domaine public qui le réinvestit, et ils distribuent tout à leurs actionnaires. Donc même quand des élus municipaux, des élus de région pensent faire des économies en donnant leur réseau à toutes ces boîtes du CAC 40, ils pensent faire des économies et ils nous annoncent dans la presse que par le recours à la concurrence et à la privatisation, ils font faire des économies aux usagers. Indirectement, voire beaucoup plus directement, les usagers, on paye tous. On sait très bien, on a l'exemple en Limousin d'Internet et de la téléphonie. Actuellement, le conseil régional du Limousin et le conseil départemental avec l'argent public créent un réseau qui va être donné aux entreprises privées, et pour avoir Internet, on va payer des gens qui vont utiliser notre argent pour engraisser leurs actionnaires alors qu'ils n'ont pas payé de réseau. Et bien tout ce que je vous raconte, en fait, c'est ce qui va se passer à la SNCF. C'est-à-dire que le sujet de la dette dont vous entendez parler, et bien cette dette, c'est tout simplement la dette du réseau. Et cette dette du réseau, ils veulent la nationaliser pour qu'ensuite les exploitants qui vont venir, Veolia, que ce soit Veolia, Transdev, la Deutsche Bahn, toutes les entreprises qui travaillent partout, vont venir prendre l'argent public. Donc pour finir, voilà, nous les cheminots, on est en lutte maintenant depuis 2 mois. On ne cède pas, on continue. On est très conscients et on remercie tous les gens qui nous soutiennent par tous les moyens par lesquels ils peuvent nous soutenir. Par contre, on a besoin vraiment, et c'est ce que Sylvain disait, on a besoin du soutien de la population. Il faut que ça s'élargisse, et pas seulement pour nous, parce que notre combat, effectivement, il concerne tout le monde. Il ne concerne pas que les cheminots, il concerne tous les salariés. C'est effectivement, je ne vais pas redire ce qu'a dit Sylvain, c'est un modèle de société, on combat le modèle de société de Macron, et c'est quelque chose dont on a besoin. Et une dernière petite précision aussi, je sais qu'il y en a par ici, ceux à qui je vais m'adresser sont peut-être pas là justement, mais on a vraiment besoin des élus locaux. Parce que beaucoup d'élus locaux se retranchent derrière des positions, ils sont d'accord avec nous. Quand on va les voir, les élus locaux, pour la plupart, sont d'accord avec nous, mais finalement, ils ne font rien à l'intérieur que ce soit de leurs partis politiques, de leurs associations, etc. Mais finalement, ils font rien. Quand ils ont les cheminots en face d'eux, ils disent qu'ils sont pour le service public. On a eu l'exemple ce matin avec le sénateur Nougin, on a eu le maire d'Ussel, Arfeuillère, etc. Tout un tas d'élus locaux qui nous disent qu'ils soutiennent les cheminots. Mais par contre, quand ils prennent des décisions à l'intérieur des conseils communautaires, qui sont des autorités organisatrices de mobilité, quand ils prennent des décisions dans le conseil départemental, dans le conseil régional, et bien là, à ce moment-là, leurs décisions vont complètement à l'encontre de leurs déclarations. Et il faut savoir qu'une partie des élus locaux sont prêts à sacrifier leur territoire. Et on connaît leur avidité à se faire réélire. Et je pense qu'il faut quand même que tous les citoyens, particulièrement ceux ici présents, sachent les rendre comptables de leurs décisions. On ne peut pas les laisser prendre des décisions qui vont à l'encontre de l'intérêt public, de l'aménagement du territoire et de notre territoire corrézien et limousin, sans rien leur dire. Il faut à un moment qu'on aille secouer les élus. On va commencer, alors c'est pas un élu local, on va commencer mardi, les cheminots, par aller secouer le député de la circonscription de Nexon, qui laisse fermer sa ligne sans rien dire, député La République En Marche, il va sans dire, et qui est
qui est rapporteur du texte pour l'Assemblée nationale. Donc voilà, donc les élus, il faut qu'ils sachent qu'on va aller les voir, on est déjà allé les voir, on va revenir les voir, et il va falloir qu'ils assument leur position, que nous rendrons de toute façon publique dans la presse, parce qu'il est trop facile maintenant de se défiler. Au mois de juin, le gouvernement compte faire des annonces les concernant suite à l'opération Action publique 2022, ce qu'on appelle le CAP 22. L'objectif est clair. Concrètement, il s'agit d'économiser 60 milliards d'ici 2022, supprimer 70 000 postes dans la fonction publique territoriale, 50 000 dans la fonction publique d'État, assorti d'une transformation numérique des services publics avec l'objectif d'une dématérialisation totale en 2022. Aucun service public ne sera épargné. C'est une attaque massive, globale, rapide et cohérente contre ce que certains sociologues ont qualifié de civilisation sociale. Soutenu par les marchés financiers, Emmanuel Macron veut un changement total. Or, la réaction des citoyens, malgré l'attachement d'un certain nombre d'entre eux au service public, n'est pas à la hauteur. À force d'entendre répéter qu'ils sont ruineux, à force de constater combien parfois ils dysfonctionnent, certains en arrivent à oublier les causes des dysfonctionnements et à croire qu'ils seront mieux servis si les services publics sont privatisés. D'autres s'interrogent sur l'efficacité des luttes, leur éparpillement. Des journées comme celle d'aujourd'hui semblent montrer que la situation évolue quelque peu. Il nous faut donc poursuivre la construction d'une intervention massive pour sauver notre modèle social et les droits conquis en matière de santé, de travail, de retraite, de services publics porteurs de l'intérêt général. Il s'agit de refuser un avenir où régnerait le chacun pour soi, la concurrence de tous contre tous, la réussite d'une poignée de privilégiés au détriment d'une majorité de nouveaux sans-culottes. La convergence et ses partenaires syndicaux, associatifs, politiques continuent à œuvrer pour favoriser les initiatives qui peuvent y contribuer, notamment au moment des annonces gouvernementales par un rassemblement le 23 juin à Paris, rassemblement qui sera un prélude à d'autres actions pour la rentrée. Merci. Bonjour, donc Génération, pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore, c'est un mouvement politique issu des idées développées par Benoît Hamon, ancien candidat à la présidentielle. Donc je vais faire très très court parce que les anciens intervenants ont très très bien expliqué tout ce pourquoi on est là et tout ce pourquoi on est tous ensemble, et on est d'ailleurs très contents d'être avec vous. Donc pour faire court, nous sommes révoltés par les réformes actuelles et celles à venir malheureusement. Ces réformes qui sont mises en place pour faire survivre un système qui est à bout de souffle, qui est porté par ce qu'on appelle le libéralisme économique et qui compte surtout sur l'égoïsme de chacun, porté à l'extrême. Ce système mène à la destruction de l'environnement, notre modèle social et surtout de nos emplois. C'est pourquoi, à Génération, entre autres, nous pensons que la transformation du travail doit être accompagnée d'une transformation sociale, notamment avec le revenu minimum universel. Si par hasard vous voulez en discuter, nous sommes juste à droite et on sera à gauche. Non, mais ça dépend. Et on sera ravis d'en discuter avec vous et de vous montrer que ce n'est pas une utopie, c'est un modèle social qui peut être l'avenir. Merci.